Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de l'un des tueurs en série américains les plus connus, et certainement le plus connu je pense. Et il s'appelait John Wayne Gacy, et il aurait fait 33 victimes entre 1972 et 1978. Donc, voici les faits de son histoire extraordinaire. C'est les gens, c'est la maison des Killers. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire un tour à Chicago, dans l'Illinois. Et on va aller retrouver notre tueur en série de cette soirée, qui s'appelle John Wayne Gacy, et qui est né le 17 mars 1942 d'un père qui s'appelle John Gacy Sr. et d'une mère qui s'appelait Marianne Helen Robinson. Et il a grandi avec ses parents et également sa sœur qui s'appelait Joanne, et il s'apprêtait également à avoir une petite sœur qui allait s'appeler Karen, mais qui n'était pas encore née à l'époque de sa naissance. Et à cette époque, justement, quand il est parti à l'école, il vivait une belle vie. Il partait à l'école tranquillement, il n'y avait aucun problème. Il pouvait avoir de bons camarades de classe, il étudiait bien, il avait de bonnes notes, et ses professeurs l'appréciaient bien, malgré qu'il était, voilà, il avait un petit côté rêveur, et un petit côté également qui était assez têtu. Voilà, ça c'est quelques défauts de Gacy, mais bon, c'est pas très grave, on l'appréciait quand même. Donc il avait une vie correcte, on va dire, à l'école, mais les problèmes sont à la maison, parce qu'il y a son père qui ne manquait jamais de l'insulter, de le rabaisser et de le battre justement. Son père n'arrêtait pas de le traiter d'idiot, de crétin, de stupide, d'imbécile. Et quand sa mère venait prendre sa défense, il pouvait avoir envie tout soudainement de le frapper. À coups de ceinture, de tout ce qu'il veut, il lui tape, il lui mettait des coups dans le dos très puissants, il le battait, il battait son fils. Et il le traitait de tous les noms, voilà, que je ne vais pas répéter ici. Voilà, moi je suis pas quelqu'un comme ça, donc je ne vais pas répéter tous ces mots. Donc, il se faisait rabaisser par son père, insulter et battre. Donc,
ça lui a forgé une haine contre son père pendant un certain temps. Mais cette haine, il va l'oublier pour ensuite vouloir prouver à son père qu'il était plus fort que ce que son père croyait. Donc, à une certaine période, il va se débrouiller à l'école, avoir de meilleures notes à l'école. Ensuite, dire à son père, il peut venir devant son père dire bonjour papa, comment tu vas? Il est gentil avec son père, que son père se rende compte que lui n'est pas quelqu'un de méchant. Mais son père, c'est juste un méchant, c'est juste un égoïste, un monstre. C'est pas une bonne personne, son père, il est très méchant. C'est un alcoolique, il boit. Donc son père, il n'est pas gentil. Donc il refuse d'écouter son fils, il continue à l'insulter de tous les noms, de le frapper. Mais Gessi, lui, il va continuer, lui aussi de son côté, à essayer de faire changer d'avis son père sur son sujet. Mais malheureusement, ça ne va pas marcher et il n'y arrivera pas. Son père restera donc comme ça jusqu'à sa mort. Malheureusement, il a quitté le lycée à l'âge de 17 ans et il a décidé de partir à Las Vegas après une grosse embrouille avec son père au sujet d'une voiture. Et donc, il est parti à Las Vegas pour y vivre justement et il y a trouvé du travail comme un concierge dans un salon funéraire. Donc, il s'est retrouvé entouré de cadavres. Bien sûr, les cadavres, ça ne lui faisait pas peur, c'est bizarre. Il dit ne pas avoir peur des cadavres et même ressentir de la compagnie. Voilà. Il dit s'ennuyer quand il n'y a pas de cadavres autour de lui. Quand il y a de vraies personnes, ça ne lui plaît pas, il préfère avoir des morts avec lui. Et là, il se sentira moins seul. Voilà, donc il a fait ce travail pendant quelques années, jusqu'en 1964, où il a appris que sa mère se sentait mal et qu'elle était très malade. Donc il a voulu lui rendre visite parce qu'il appréciait sa mère et il savait que c'était elle qui la défendait lorsque son père pétait des plombs et essayait de le battre. Donc il voulait lui rendre visite, mais malheureusement il n'avait pas son bac. Il a quitté le lycée à 17 ans et tant qu'on n'a pas son bac dans cet état, dans ce pays, si on n'a pas son bac, à cette époque on ne peut pas voyager normalement. Il fallait travailler dur pour pouvoir le faire. Donc il a travaillé pendant 3 longs mois où il a beaucoup travaillé et il a finalement réussi à avoir assez d'argent pour pouvoir rendre visite à sa mère. Et quand il l'a fait, il lui a rendu visite, il est resté avec elle quelques mois et ensuite il a cherché du travail dans sa ville, Chicago, et il en a trouvé, mais pas à Chicago, mais à Springfield. Il a réussi à trouver un travail. On lui a proposé d'être un employé dans un magasin qui vendait des vêtements pour hommes. Et donc, il a été engagé, il a accepté de travailler dans ce magasin et donc il a été engagé. Et il y a travaillé pendant quelques mois également. Et en septembre 1964, Gessi va rencontrer une collègue qui s'appelait Marilyn Mears. Et avec celle-ci, il va s'entendre bien, ils vont avoir une bonne relation. Et ils finiront par se marier en 1965. Et ils vivront pendant 1 an. Et à une certaine période, Gessi va rentrer dans une association qui s'appelait la Patrouille des commerçants. Et cette association, elle consistait à garder et à protéger les produits de commerce utilisés par des commerçants pour éviter qu'on le leur vole. Donc c'est une association coopérative de gens chargés de protéger les produits de commerce. Et Gessi était le chef de cette association.
Donc, il avait de l'autorité sur ses employés. Et ses employés, il abusait de son autorité et les obligeait à faire certaines choses. Et il va même créer une sorte de boîte de nuit dans sa cave, dans la maison dans laquelle il vit. Bien sûr, il vivait avec sa mère. Donc, pendant cette période, il ne dira pas à sa mère qu'il a créé une sorte de boîte de nuit sous sa cave où il invite des adolescents à venir faire la fête. Et il va mettre une seule règle, c'est-à-dire ils vont jouer au billard, boire de l'eau, boire de l'alcool, ils vont jouer au billard, boire de l'alcool et se faire plaisir. Donc ils y vont, les adolescents jouent au billard et lui, il va jouer aussi au billard. Il va se dire, il va jouer au billard et à chaque fois qu'il gagnait contre un adolescent, cet adolescent était obligé de coucher avec lui. Bien sûr, c'était sa règle. Bien sûr, lui, il est le patron, donc il met sa règle et c'est ça qui dépasse les bornes. Il dit, je joue au billard contre vous, si vous gagnez, voilà, vous avez gagné, voilà, c'est tout. Si vous gagnez, vous avez gagné. Et si je vous gagne, vous êtes obligé de coucher avec moi. Voilà, c'est ça quoi. Donc, il les obligeait à coucher avec lui si lui, il gagnait contre eux. Et c'est en 1967 que Leslie va inviter chez lui, pendant que sa mère était absente, un adolescent de 16 ans. Et donc, ensemble, ils vont regarder des films, ils vont jouer au billard et vont boire de l'alcool. Et à un certain moment, Jessie va demander à cet adolescent de lui faire une fellation. Et l'adolescent, bien sûr, va refuser. Et quand Jessie va entendre de la bouche de cet adolescent qu'il refuse de lui faire une fellation, Jessie va attraper un couteau et va le couper au bras. Et bien sûr, l'adolescent va tenter de s'enfuir parce qu'il va savoir qu'on l'attaque. Et presque immédiatement, Jessie va jeter son couteau et va lui dire « Excuse-moi, je te présente mes excuses, je ne recommencerai plus jamais, s'il te plaît, reste avec moi, on va terminer la soirée. » Et il a tellement insisté que l'adolescent a accepté de rester avec lui et de visionner des films pornographiques. Donc, ils ont passé le reste de la soirée ensemble et à un moment, Jessie a dit à cet adolescent « Écoute, je vais te montrer un tour de magie. Donc, pour faire ce tour, il faut que je te mette des menottes, comme par hasard. » Bien sûr, cet adolescent, nous, on aurait dit non. Voilà, c'est normal. Mais l'adolescent l'a accepté. Il s'est fait berner. Il a bêtement mis ses menottes. Il s'est bêtement laissé mettre les menottes. Et l'adolescent, après avoir été menotté, Jessie, il a commencé littéralement à tenter de le violer. Et donc, il s'est débattu, le garçon, il s'est débattu. Et quand il a commencé à se débattre, Jessie a pris une corde et a tenté de l'étrangler littéralement. Il était en train de l'étrangler. Et le garçon a décidé de faire semblant de s'évanouir. Donc, il a fait semblant de s'évanouir, de perdre connaissance. Et quand il a fait ça, Jessie l'a arrêté directement. Et il a essayé de le réveiller. En lui mettant des claques, en lui faisant de l'eau dessus, de le réveiller. Et il s'est réveillé. Ensuite, il lui a présenté encore des excuses et lui a dit « Si tu veux, je te raccompagne chez toi. » Et il l'a raccompagné chez lui. Et le garçon, il a gardé le silence et n'a pas parlé de cette histoire. Il aurait dû. Mais bon, quoi qu'il en soit, quelques mois plus tard, un employé de cette association a été littéralement attaché par Jessie. Il s'appelait Edward Lynch. Et il a été attaché et étranglé jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Mais il n'a pas été tué. Il a été étranglé jusqu'à la conscience. Et pendant qu'il était inconscient, Jessie en a profité pour le violer. Et quelques jours plus tard, non, directement après l'avoir violé, quand il s'est réveillé, il l'a renvoyé. Jessie l'a renvoyé. Et, bien sûr, Edward il est parti lui raconter cette agression à la police. Mais Jessie a fait exprès de le renvoyer juste après, en disant à la police que il était en train de se venger en fait. Il se vengeait
sur le fait qu'on l'ait renvoyé. Donc il allait dire à la police n'importe quoi. Ça c'était la défense de Jesse. Et la police l'a cru et l'affaire n'a pas été creusée plus que ça. Donc ensuite, en août 1967, il a agressé un autre adolescent de 15 ans qui s'appelait Donald Vortes. Et il a agressé, et cette fois, il a payé pour qu'il garde le silence. Il a payé, et donc ce garçon a été payé pendant plusieurs mois pour qu'il ne parle pas. Mais à un certain moment, plus précisément en mai 1968, quelques mois plus tard, plusieurs mois plus tard, il n'en pouvait plus de se faire agresser n'importe comment. Donc, il a décidé d'en parler à ses parents. Son père a donc parlé de ça à la police. Et le 2 mai 1968, Jesse est passé sur un détecteur de mensonges qu'il a complètement foiré. Il a tout échoué, ça n'a pas marché. Donc le détecteur mentait. Bon, le détecteur nous montrait qu'il était en train de mentir. Mais bon, personne n'a cherché à en savoir plus. Mais il a été donc condamné le 10 mai 1968 pour sodomie, tout simplement. Et encore en septembre 1968, il a été inculpé, il a été soupçonné d'avoir payé un adolescent de 18 ans pour qu'il aille tabasser, donc frapper Donald Vortes, qu'il aille le tabasser justement, et il a payé pour qu'il fasse ça. Donc le 30 août 1968, l'adolescent de 18 ans a attiré l'adolescent de 15 ans dans un bois qui se trouvait à l'abri des regards, et il lui a aspergé dans les yeux du gaz lacrymogène, c'est-à-dire qu'il a aveuglé avec du gaz lacrymogène, et il s'est mis à lui donner des coups, donc à le frapper. Il a donné plusieurs coups. Maintenant, Donald Vortes s'est défendu et il a réussi à casser le nez de cet adolescent de 18 ans. Ensuite, il a pu prévenir la police en s'enfuyant. Et quand cet adolescent de 18 ans a été arrêté, il a avoué à la police que Jesse l'avait payé pour qu'il fasse cette attaque, justement, pour qu'il tabasse Donald Vortes. Il a été payé par Jesse Way. Donc le 7 novembre 1968 que Jesse a été condamné à 10 ans de prison et il les a purgés dans la prison d'État de l'Iowa. Mais il n'a fait que 21 mois dans cette prison. C'est extraordinaire. Il a été condamné à 10 ans de prison, mais il n'en a fait que 21 mois. Même pas un... Bon, il a fait un an, mais 21 mois, juste 21 mois. Et il est sorti le 18 octobre 1970. Mais c'est en 1971, alors qu'il a repris un boulot, un travail, il a fait la rencontre de Carol Hoff. Et ils se sont bien entendus, mais il n'y a rien eu. Ils se sont juste bien entendus et se sont fréquentés. Bien sûr, Jesse, lui, préfère les rencontres homosexuelles parce que lui, les rencontres féminines, ça ne lui plaît pas. Donc, il va rapidement se remettre en chasse et chercher d'autres personnes à attaquer justement. Et c'est pendant cette période qu'il va faire son premier meurtre. Il va commettre pour la première fois un meurtre. Et ce meurtre sera le 1er janvier 1972. Donc, Jesse roulait dans sa voiture. Après avoir fêté le nouvel an, il roulait en pleine nuit et est tombé sur un adolescent de 18 ans. Il l'a donc invité chez lui. L'adolescent n'avait pas de maison, malheureusement. Il venait de quitter sa famille et n'avait plus où vivre. Donc, il a décidé de partir. Mais il n'avait plus où vivre, justement. Et donc, Jesse lui a dit, si tu veux, tu viens avec moi, je t'emmène chez moi et je vais te trouver un logement. L'adolescent a accepté et a suivi Jesse. Ils sont rentrés chez lui, ils ont
bu un peu d'alcool, ils ont continué à fêter, ils ont regardé la télé et ils ont eu un rapport sexuel. Donc ils ont couché ensemble. Et Jessie, pour une raison ou pour une autre, s'est armé d'un couteau et l'a poignardé, tout simplement. Poignardé. Il l'a poignardé plusieurs fois et l'a tué, tout simplement. Après, il a reviolé le corps et ensuite, il allait dans son jardin, il a creusé un trou profond, il a jeté le corps à l'intérieur, il a refermé le trou et il est rentré se coucher, tout simplement. Donc, ça a été son premier meurtre et il ne va plus commettre de meurtre pendant plusieurs années. Mais il va ensuite travailler dans une association qui permet d'aider les enfants malades. Et dans cette association, il va décider de se déguiser en clown. Et son personnage sera Pogo le clown. Il va s'appeler Pogo le clown, ce sera son personnage, et il va se déguiser en clown pour aller amuser des enfants qui étaient malades. Donc c'est une association qui permet aux enfants malades et handicapés qui se trouvent dans les hôpitaux de mieux se sentir. Donc Pogo le clown est là, mais ces enfants ne savaient pas que Pogo le clown était en réalité un clown tueur qui assassinait des gens. Mais ça, c'est un truc que personne ne pouvait imaginer à cette époque. Donc, John Wayne Gacy a été présenté sous les traits d'un clown, donc pour des enfants. Et un clown, ça a besoin d'assistants pour faire ses spectacles. Donc, il a payé plusieurs assistants. Et parmi ces assistants, il y avait Johnny Butkovich. Et Johnny Butkovich, lui, c'était un assistant qui avait 16 ans, donc un adolescent, et il jouait des tours avec les enfants et avec Jessie. Donc Jessie lui mettait des menottes, et lui, c'était l'assistant de Pogo, le clown. Donc, cet assistant va continuer à bosser avec Jessie pendant quelques mois, et jusqu'en début 1976, Johnny va réclamer de l'argent à Jessie. Et Jessie va lui dire qu'il ne veut pas le payer tout simplement, alors qu'il fallait qu'il le paye. Il avait été payé, on lui a dit tu travailles et nous on te paye. Donc maintenant c'était le moment de le payer. Mais Jessie a refusé de le payer parce qu'il n'aime pas dépenser de l'argent. Donc il a refusé de le payer et Johnny s'est énervé et est parti. Il a compris que son patron ne va pas lui donner un seul sou. Donc a décidé de partir. Mais le soir même, Jessie s'est présenté chez Johnny pour lui dire écoute, je te présente mes excuses, bien sûr que je vais te payer, mais suis-moi, on va aller chez moi, on va se boire un petit peu, on va regarder des films, on va se faire plaisir un petit peu et demain je te paye, tranquille. Donc Jessie il a accepté. Non. Johnny il a accepté, donc il a suivi Jessie jusque chez lui. Et Jessie lui a dit écoute, je vais te montrer un tour de magie qu'on va montrer demain aux enfants. Donc ce sera toujours avec les menottes. Donc mets les menottes, et donc il lui a mis les menottes, et après à peine avoir mis les menottes à Johnny, il l'a jeté par terre et il l'a obligé à faire une fellation, sinon il le tuerait. Donc Johnny était mort de peur, donc il s'est exécuté, et après ça, Jessie, il a quand même pris une corde et l'a étranglé jusqu'à ce qu'il meure. Après, il a pris le corps, il a pris une pelle, il a creusé dans son jardin et a enterré le corps de Johnny Butkovich. Et il a laissé son corps en bas de son jardin et il est rentré pour finir sa nuit. Et le lendemain, il avait changé d'assistant parce qu'il avait l'habitude de quotidiennement changer d'assistant. Pourquoi ? Parce que il avait l'habitude également de les tuer un par un. Malheureusement,
personne n'imaginait que le clown qui venait faire des spectacles était en réalité un clown tueur qui assassinait tous les employés qu'il avait. Donc, on l'aura compris, John Wayne Gacy, alias Pogo le clown, est un véritable tueur en série car il a assassiné de la même manière plusieurs adolescents en réalité. De la même manière, c'est le tour des menottes. À chaque adolescent, il réussit à les convaincre de mettre les menottes. Et c'est ça qui fait qu'il arrive à les tuer, parce que s'il leur met pas les menottes, c'est possible qu'ils soient plus forts que lui et qu'ils arrivent à s'enfuir. Donc, il leur dit toujours, mets les menottes pour que je puisse te montrer un tour de magie. Et malheureusement, ils finissent par tomber dans le piège et par mourir entre les griffes de ce monstre. C'est un véritable tueur en série. Il est soupçonné d'avoir tué environ 33 adolescents comme ça. Et il y a vraiment beaucoup d'exemples d'adolescents. J'en ai trouvé beaucoup, franchement beaucoup d'exemples. Il y a le cas par exemple de Darrell Sampson qui a été violé, étranglé et enterré le 6 avril 1976. Ou encore le cas de Russell Nelson qui a été violé, étranglé et enterré également le 17 octobre 1976. Et nous avons encore, si vous voulez, nous avons aussi Robert Gilroy qui avait 18 ans et qui a été torturé, violé, étranglé et enterré. Et ainsi de suite. Il y a encore plusieurs autres exemples. Il y a plein d'autres exemples de victimes. Là, j'en ai pris 3, mais il y a plusieurs victimes. On dit qu'il en a fait 33, donc il y a une vingtaine de victimes que j'ai pu trouver. Je ne pourrais pas tout vous énoncer, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc, je vous montre des exemples. Mais il faut retenir que le mode opératoire est le même. Il attire en disant qu'il veut passer une soirée avec l'adolescent, il l'attire, il lui fait le coup des menottes avec le déguisement de Pogo le clown, et ensuite il se débarrasse de lui en le violant, l'étranglant et en l'enterrant. Et c'est ce qu'il a fait pendant plusieurs années, de 1972 à 1978. Donc, à force de tuer des adolescents, les parents finissent par se rendre compte que c'est bizarre. Leur adolescent ne peut pas disparaître régulièrement. Et donc, ils ont prévenu la police et ils ont informé la police que tous leurs adolescents travaillaient pour John Wayne Gacy. Et donc, ils se sont rendus chez lui pour inspecter sa maison. Ils sont arrivés et ils ont senti une odeur de décomposition qu'ils ont traité, et ils se sont dit que c'est comme l'odeur de la mort en fait. Ils sont allés dans son jardin et ça sentait encore plus. Ils ont pris une pelle, ils ont creusé et ils y ont découvert des corps, et ils ont découvert 26 corps décédés dans ce jardin. Donc ils ont compris que tous les adolescents étaient face à eux, enterrés. Donc John Wayne Gacy a immédiatement été amené en prison et a été jugé coupable du meurtre de 33 adolescents. Il a été condamné le 13 mars 1980 à la peine de mort par injection létale. Et cette peine de mort sera exécutée le 10 mai 1994. À l'âge de 52 ans, il sera exécuté par injection létale. C'est-à-dire qu'on va lui injecter plusieurs produits qui vont lui ôter la vie. Donc, c'est comme ça que s'est terminée la vie et la carrière de tueur en série de John Wayne Gacy, le clown tueur qui a assassiné plusieurs adolescents tout simplement parce qu'il voulait les violer et également se faire plaisir. Voilà. Pour lui, c'est un plaisir de violer des adolescents. Et donc, c'est le clown tueur, l'un des tueurs en série les plus connus de tous les États-Unis.
Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser votre like. Si vous avez également aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification. Vous pouvez également passer voir mes anciennes vidéos, les liker si elles vous plaisent, vous abonner à moi, activer la cloche de notification et laisser des commentaires. Et je me ferai un plaisir de les lire. Donc, quant à nous, on va se revoir samedi prochain pour une nouvelle histoire sur un tueur en série. Allez, ciao!